Radio Bayard. Radio sans peur, émission sans reproche. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Bayard, merci d'être avec nous pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rémi Rueur, qui est responsable de la Cocarde Savoie et coordinateur national. Bonjour Rémi. Bonjour Ludovic, je vous remercie pour votre invitation et surtout je remercie le Cercle Bayard pour l'interview d'aujourd'hui. Alors c'est un plaisir, peut-être pourriez-vous vous présenter rapidement. Eh bien, moi c'est Rémi Rueur, je suis étudiant en master de droit public à l'université Savoie-Mont-Blanc, donc en Savoie. Je suis responsable de la cocarde étudiante Savoie depuis bientôt 3 ans et je suis également coordinateur national de la cocarde étudiante. Alors, justement, la cocarde étudiante, qu'est-ce que c'est exactement pouvez-vous nous en dire plus? Alors la cocarde est un syndicat étudiant de droite créé en 2015 à Paris. Nous avons pour but premier de réunir des étudiants de toutes les droites au sein de notre mouvement. Nous fonctionnons au travers de 3 grands volets, le premier étant le militantisme de terrain qui pour nous est essentiel, le second s'occupe plutôt de la formation politique et intellectuelle, et notre dernière participation se fait par la cohésion entre les membres des sections. Nos objectifs en tant que syndicat étudiant de droite dans les universités françaises est de faire comprendre aux étudiants qu'ils ne sont pas seuls et qu'il existe une véritable alternative, une alternative aux politiques molles et à l'extrême gauche qui gangrènent maintenant depuis des décennies les universités françaises. Nous n'avons pas peur de confronter les universités et les instances complices de toutes les dérives idéologiques dans les facs. Alors justement, vous avez dit des choses qui m'ont interpellé, vous avez dit de droite. La cocarde, c'est le patriotisme, je pense. Comment vous vous définissez? De droite avant tout? Patriote avant tout? Quelle nuance vous faites? En fait, la nuance est, entre guillemets, un petit peu complexe, puisque chez nous, il y a un petit peu de tous les bords. On peut effectivement accueillir des étudiants qui sont proches des idées du RN, d'autres qui vont être plus proches des idées de Zemmour, d'autres étudiants qui sont proches des patriotes, de Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan. On a d'autres étudiants qui se sentent juste de droite ou juste patriotes et qui nous rejoignent parce qu'ils ont envie de se battre pour leurs idées dans les facs. Donc c'est compliqué de nous donner une position très précise, mais on peut avoir aussi des penchants intellectuels proches de certaines idées ou certains auteurs nationalistes. Donc voilà, mais en tout cas, on s'identifie effectivement comme étant un syndicat de droite. Alors justement, il y a un autre syndicat de droite historique et je voulais qu'on en parle. Il y a eu des élections en plus récemment. Peut-être que vous nous en direz un mot. L'autre syndicat de droite historique, c'est l'UNI. On a reçu Samuel Sakpa ici même, que je salue s'il nous écoute, qui est élu à l'UNI. Qu'est-ce qui vous différencie de l'UNI? Parce que finalement, on pourrait se dire, les deux sont de droite, les deux ont l'air de contester un peu ce qui se fait à l'université. Et quelle est votre particularité? Alors je trouve cette question un petit peu particulière puisque je le rappelle, on n'existe pas pour être juste une alternative à l'UNI. Notre existence est vraiment primaire, elle est essentielle. Si je donnais vraiment des différences entre nos mouvements, pour un étudiant par exemple qui serait indécis dans son choix d'engagement étudiant, même si pour moi le choix serait très facile, l'UNI a toujours été proche, en fait, et a très souvent et très longtemps soutenu les LR. Nous, on revendique une droite plus patriotique ou en tout cas plus amoureuse de la France et de son histoire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, intellectuellement, on se rapproche même de certains auteurs nationalistes comme Weber qu'on a pu citer l'an dernier dans une campagne écologique qu'on a pu mener. Mais en fait, on a toujours soutenu des candidats tels que le FN à l'époque, devenu maintenant le RN, Nicolas Dupont-Aignan, Zemmour, depuis le lancement de sa campagne en 2022. On n'a évidemment jamais soutenu les LR, les traîtres de la droite, contrairement à l'UNI qui a même déjà été de nombreuses fois financé par les LR. Je rappelle qu'en 2017, Laurent Wauquiez a gentiment subventionné l'UNI à hauteur de 50 000 euros, avec l'argent de la région et donc les impôts des Français de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Lors des élections étudiantes, qu'est-ce qui peut, par exemple, nous différencier de l'UNI? Eh bien, nous, on ne parle pas de tickets restaurants, dont d'ailleurs personne ne comprend le principe, même pas leurs responsables. Nous, par exemple, on va surtout parler de la question de la priorité nationale. Attribution des bourses et des logements en priorité aux Français et non aux étudiants étrangers. Ça, c'est une grande différence. Si je dois donner peut-être une dernière différence entre nos deux mouvements, c'est que notre président et notre vice-président, eux, n'ont pas plus de 50 ans, ils ne sont pas des cadres de chez LR. Bien, alors on a compris vos différences avec l'UNI. Maintenant, sur le fond,
est-ce que vous arrivez à faire entendre votre voix à l'université? L'université, c'est quand même très à gauche, alors peut-être pas partout. Justement, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Comment vous voyez l'évolution de l'université? Est-ce que toutes les questions qui concernent le wokisme, etc., prennent de plus en plus de place? Quels sont vos combats prioritaires? Vous avez parlé de la priorité nationale. Est-ce qu'il y en a d'autres? En fait, des évolutions sur l'université, il y en a eu plein. Je vais en parler de trois principales. La première, c'est évidemment que les facs sont gangrénées par la gauche. Depuis 68, la droite politique a totalement abandonné en fait les facs et a laissé libre cours à la gauche. Les mouvements de gauche se sont entre guillemets intensifiés, que ce soit sur le plan idéologique, qui a d'ailleurs beaucoup été modifié puisque les mouvements wokistes en France sont arrivés en force, on va dire, à partir de 2017. C'est là où ils ont vraiment évolué dans les universités et totalement changé de paradigme. Hein. C'est plus la gauche des luttes ouvrières, c'est littéralement la gauche de la lutte sexuelle. Aujourd'hui, tout a vraiment changé là-dessus. Alors la gauche prend effectivement de plus en plus de place, mais aujourd'hui, dans les facs, les étudiants de droite prennent aussi de plus en plus de place. Je le vois bien, en tant que responsable, je recrute des étudiants chaque année, et chaque année, le nombre d'étudiants que je recrute augmente drastiquement. Les premières années, je pouvais recruter 30 personnes à l'année. Aujourd'hui, on est plus sur une cinquantaine, voire une soixantaine d'étudiants à l'année. Là, depuis septembre, j'ai recruté 57 étudiants, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui fait que les sections grandissent très rapidement chez nous. D'ailleurs, plus vite que dans les groupes de gauche. Il y a effectivement eu des élections universitaires, donc les élections Crous en début d'année. Ces élections Crous étaient très importantes, et lors de celles-ci, j'avais pu alerter les étudiants du Crous de Grenoble, qui regroupe finalement différentes facs, dont celle où je suis inscrit, sur le fait que l'Union étudiante, syndicat d'extrême gauche proche de LFI, réclamait des subventions CVEC aux universités et aux Crous afin de financer des shows de drag queen dans les facs. On ne m'avait pas cru. Eh bien, il faut savoir qu'il y a à peine une semaine, l'Union étudiante de Grenoble organisait un show de drag queen financé par la CVEC dans la fac de Grenoble. Alors que j'ai alerté sur ça il y a à peine 2 mois. Personne ne me croyait, c'est arrivé. Et par ailleurs, il se pourrait même que ce show de drag queen à Grenoble a été aussi financé donc par la CVEC, impôt étudiant, mais aussi par la région, dirigée par Laurent Wauquiez, encarté chez les LR. On remerciera donc Laurent Wauquiez s'il a effectivement participé à ce show de drag queen. Le deuxième constat sur lequel on peut vraiment parler sur l'évolution de la fac, c'est la qualité de l'enseignement et l'échec des étudiants. Là, je vais pas parler sur plusieurs décennies, je vais seulement prendre mon constat en 5 ans d'étudiant. En fait, je suis élu depuis maintenant plus de 2 ans en conseil UFR en fac de droit, et ces dernières années m'ont permis de voir le taux de réussite chez les étudiants. En fait, les facs sont de moins en moins financées, on a de moins en moins d'enseignants-chercheurs, et donc de moins en moins de professeurs qui sont directement de l'université, que ce soit pour des TD ou des cours magistraux. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un vrai manque d'appui pour les étudiants. Cette année, je vais donner d'ailleurs les chiffres les plus récents que j'ai eus. Il y a quelques semaines, les résultats de L1 en droit sont tombés. Seulement 21% des étudiants de première année ont eu leur premier semestre. 21%. C'est à peu près 50 étudiants sur toute la promotion. C'est minime. Et ce chiffre, en fait, fait que de baisser. L'an dernier, le taux de réussite à la fac de droit, à l'université Savoie-Mont-Blanc, était de 52%, si je ne dis pas de bêtises, sur l'année globale. C'est-à-dire qu'un étudiant sur 2 a eu sa première année, ce qui est très peu. Donc ça, c'est sur la question de la réussite étudiante, sur laquelle nous devons aussi prendre la main et travailler pour que les étudiants puissent réussir leur diplôme. C'est quand même le minimum quand on vient à la fac. Et le dernier point sur lequel j'aimerais évoquer, c'est la précarité étudiante. La précarité étudiante est un sujet important qu'on a laissé trop longtemps à la gauche et qu'il faut absolument reprendre en main, puisque cette précarité fait aussi la réussite des étudiants et leur bien-être à la fac. Aujourd'hui, l'augmentation à la fois des charges en eau et en électricité, l'augmentation des loyers, l'augmentation avec l'inflation d'alimentaire, en fait, toutes ces charges qui augmentent pénalisent les étudiants, les obligeant à travailler plus et donc finalement à mettre un peu plus de côté leurs études. J'avais fait un calcul pour l'Assemblée nationale il y a quelques mois de ça. Grosso modo, un étudiant avec l'augmentation des charges et des courses paye en moyenne par mois 50 à 60 euros de plus par rapport à l'an dernier. Ce qui est énorme par mois dans un budget d'un étudiant. Voilà. Donc je pense qu'il y a 3 sujets importants sur lesquels on doit se battre. À la fois, c'est combattre l'extrême gauche dans les universités. On ne peut pas leur laisser le monopole. Le deuxième, c'est se battre pour la réussite des étudiants. Et la troisième chose, c'est aussi aider les étudiants dans leur précarité. Alors justement, je voudrais revenir sur le premier point que vous avez abordé, se battre contre l'extrême gauche à l'université. Est-ce que
Vous avez utilisé le terme battre, se battre. Justement, est-ce que vous avez été victime de violences de l'extrême gauche? Est-ce que on sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes à Grenoble, hein, on a aussi été victime de certaines façons, pas l'université, mais le cercle Bayard. Est-ce que vous avez des soucis par rapport à ça? Vous arrivez à pouvoir dialoguer facilement avec les étudiants pendant un tractage ou organiser des réunions? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, au niveau national, la gauche est munie de plein de groupes violents. Des groupes violents qui sont toujours impunis. D'ailleurs, Darmanin se refuse toujours à dissoudre la Jeune Garde, que ce soit à Lyon ou ailleurs. Donc, on doit faire avec. Mais chez nous, on n'a pas réellement de problématique avec ça, même avec les milices d'extrême gauche. Je prends l'exemple de la Savoie, par exemple. Ça fait plus de 3 ans que je suis responsable et qu'on milite sur les campus, que ce soit à Annecy, au Bourget-du-Lac ou à Chambéry. On n'a jamais eu de problématique avec ça, que ce soit tardivement le soir pour un collage, en journée pour un tractage. Et d'ailleurs, l'accueil des étudiants est meilleur plus le temps passe. Les premiers mois, effectivement, les gens ne nous connaissaient pas, ils avaient un peu peur, mais à force qu'on fasse des élus, que les gens nous connaissent, ils apprécient notre travail, ils apprécient le fait qu'on soit derrière eux en tant qu'élus, qu'on soit présent au conseil. Donc ça se passe plutôt bien. Après, j'ai pu tracter dans différents campus en France. Je n'ai pas tracté qu'à Chambéry ou en Savoie. J'ai pu tracter à Valence. Valence, une des meilleures villes où j'ai pu tracter, où tout s'était très bien passé, plus de 3 heures de tractage, et c'était un accueil des plus chaleureux par les étudiants, et sincèrement, c'était très agréable. Par contre, j'ai aussi pu faire Grenoble, par exemple. Alors, pour parler de Grenoble, on avait fait un premier tractage pour lancer la section qui s'était merveilleusement bien passé, hein. L'accueil était franchement très bon. Et après, les élections Crous sont arrivées, on a commencé à faire les tractages, la gauche s'amusait, alors c'était presque marrant. En fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils nous suivaient tout le long de notre tractage comme des bons toutous. On leur a pas laissé des croquettes, on leur a laissé des tracts, hein. Je sais pas s'ils les ont mangés, parce que ça m'est déjà arrivé qu'un étudiant mange mon tract devant moi pour le déchirer. C'était un petit peu particulier, mais ça arrive. Donc là, effectivement, ils nous suivaient. Les premières fois, c'était bon, c'est pas des plus agréables, mais on va dire qu'il y a pire. Sauf le jour où on a décidé pour les élections Crous de mener une grande action banderole avec un grand drapeau français en plein milieu du campus de Grenoble. Donc, des militants tenaient la banderole, d'autres le drapeau, et en fait, à un moment, je me tourne et je vois 30 jeunes qui débarquent, cagoules, des oranges pourries aussi, voilà, on s'est fait attaquer par des oranges pourries. Voilà, ils déboulent pour venir nous piquer la banderole. Alors, on était 9, ils étaient 30, et on a gagné. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, on s'est fait sauter dessus, on les a chassés, et en fait, ils sont surtout partis quand la sécurité est arrivée, et chez nous, 0 blessé, garder la banderole, tout s'est bien passé. Alors, ils avaient peu de vrais antifas avec eux, c'était surtout des étudiants d'une liste adverse, mais globalement, on s'en est bien sorti. Et c'était en 3 ans la seule vraie altercation que j'ai eue. Même quand je suis allé à Lyon, ça s'était bien passé. Quand je suis allé à Paris, pareil. Je suis allé en Lorraine, ça s'était bien passé aussi. Et prochainement, je vais dans d'autres sections et je sais que ça va très bien se passer. Bon, alors tant mieux si vous arrivez à pouvoir vous déplacer tranquillement, dans la majeure partie des cas en tout cas. Peut-être que quand même que dans des endroits comme Grenoble, c'est vrai que la question se pose. L'Uni, malgré tout, vous avez des adversaires en commun avec l'Uni, enfin c'est l'extrême gauche. Est-ce qu'il y a des possibilités de dialogue? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? Est-ce que ça se passe? Est-ce que peut-être dans une université comme ça, il y a 2 listes? Est-ce que ça ramène des voix, ça mobilise des étudiants, ou au contraire, il y a une dispersion des voix? C'est vrai que j'ai entendu plusieurs fois cette question se poser autour des militants, donc je voudrais avoir votre avis, c'est intéressant. Alors, en fait, effectivement, la question des dispersions des voix, je peux la comprendre, notamment en fait avec l'Uni, mais les élections Crous ont été un très bon moteur pour comprendre si oui ou non notre existence faisait une dispersion des voix entre des mouvements de droite. Et en fait, non. Globalement, au niveau des Crous, au niveau national, l'Uni n'a pas perdu de voix. Par contre, ils ont perdu en pourcentage. Pourquoi ils ont perdu en pourcentage? Parce que quand la cocarde se présente à des élections, on peut s'attendre à une surmobilisation de la gauche. On fait très peur à la gauche. Le fait qu'on fasse de plus en plus d'élus en France leur fait vraiment peur. Et ce qui est intéressant de voir, donc, c'est que l'Uni a gardé à peu près ses voix, les scores ont baissé, et nous, on arrive derrière. Par exemple, il y a à peine un mois de ça, donc fin février, on fait les élections UFR Sciences et Montagnes au Bourget-du-Lac, donc l'université Savoie-Mont-Blanc. Il y a 2 ans, la même élection, il y avait eu 140 personnes qui ont voté. Sur tout un campus, c'est très peu. Nous, on s'est présenté cette année, le taux de participation a fait x3. On est passé à 450 votants. Juste parce qu'on s'est présenté. Nos adversaires n'ont pas fait campagne, mais en fait, il y a eu une surmobilisation de tous les étudiants de gauche qui ont été pour une liste qui ne proposait pas grand-chose. On a une liste de la FAGE, donc une liste de gauche qui est toujours absente à la fois des conseils et qui ne font tout simplement rien. Ils loupent tout, ils ne votent rien. La gauche universitaire, on ne peut pas en dire beaucoup plus.
En fait, quand on se présente, le taux de participation explose. Donc, ce qui fait que, forcément, les pourcentages chez nous baissent, mais le nombre de voix ne descend pas. En fait, on a remarqué ces dernières années que la cocarde s'est créé son propre électorat. On a des étudiants qui nous soutiennent, qui sont proches de nos idées, et qui ne se ressentent pas, finalement, dans les idées de l'UNI. Et les seules personnes qui pourraient voter cocarde et plus UNI, finalement, c'est ceux qui votaient UNI par défaut, et qui attendaient qu'une cocarde arrive et se présente à des élections. Eh bien, alors ça c'est intéressant. Et alors donc là on a entendu votre impact sur le campus, mais vous avez aussi parlé de la politique en général. Hein. Vous avez cité Laurent Wauquiez, vous avez cité Éric Zemmour et d'autres. Il y a une question que je me posais parce que vous avez été impliqué sur la réforme des retraites. C'est un sujet qui pour le coup vous différencie un peu de l'UNI, je pense. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Pourquoi la cocarde s'est mobilisée contre le projet de retraite à 64 ans? Simplement parce qu'on a quand même une vision humaine pour les Français. On a une vision peut-être plus sociale aussi que l'UNI. Beaucoup d'entre nous viennent de familles d'ouvriers, des familles d'agriculteurs, des familles en fait de classe sociale peut-être moins aisées ou qui travaillent beaucoup. Et je pense que personne de chez nous n'aimerait voir ses parents travailler jusqu'à 64 ans. Tout le monde aimerait voir ses parents partir à la retraite peut-être plus tôt. Tout le monde aimerait aussi ne pas travailler jusqu'à 65 ans, parce qu'on ne fait pas tous des métiers faciles dans la vie, on n'est pas tous bureaucrates avec une climatisation toute la journée. Certains d'entre nous travaillent dans des usines très chaudes, et d'ailleurs c'est un travail que je connais bien, puisque mes jobs d'étudiant, l'été comme l'hiver, se résument très souvent à travailler en usine. Donc c'est quelque chose que je connais bien. Et jamais je me résoudrais, par exemple, de devoir travailler dans une usine jusqu'à 65 ans. Alors effectivement, sur la réforme des retraites, nous on s'était plus positionné sur du 62 ans, par exemple, mais c'est sûr que pour nous, le 65 ans, c'était pas acceptable. Est-ce que vous avez des objectifs à l'avenir en termes de, je sais pas, nombre de sièges, conquérir les universités, être majoritaire comment vous voyez les choses? Alors voir les choses à l'avenir, c'est toujours entre guillemets un petit peu complexe, mais il faut bien se fixer des objectifs. Le premier objectif, c'est de continuer de grandir. On doit montrer qu'on a un mouvement qui représente les étudiants, et c'est ce qu'on fait très bien depuis 3 ans à l'université Sarre-Mont-Blanc avec nos 6 élus universitaires. On doit montrer qu'on existe, on doit montrer qu'on n'est pas des monstres à l'université, ce que les gens comprennent en fait très facilement dès qu'on est implanté. Donc on doit continuer d'ouvrir des sections. Aujourd'hui, on a plus de 30 sections partout en France. On doit continuer à former nos militants, on doit continuer à appuyer nos formations politiques et intellectuelles chez nous. On doit aussi aiguiller les militants qui ont besoin de se situer à droite, savoir un petit peu construire leur identité de droite. Sur les élections étudiantes, on continuera à les mener, même si c'est pas notre objectif premier, mais effectivement, quand on voit en fait à quel point le poids de la cocarde a grandi déjà ces 2 dernières années, je pense que dans 2 ans, la cocarde étudiante ne sera plus du tout la même qu'elle est aujourd'hui. Je pense que dans 2 ans, on fera nos premiers élus au Crous, officiellement, qu'on sera encore bien plus représentatif. On travaille déjà avec des députés de l'Assemblée nationale sur des projets de loi. On a pu travailler par exemple sur la précarité étudiante et sur la priorité nationale l'an dernier. Là, on fait déjà beaucoup de choses et effectivement on compte grandir et on compte aussi continuer à s'institutionnaliser. Eh bien écoutez, on va essayer de suivre attentivement votre évolution. En tout cas, j'ai noté que vous faites un peu de métapolitique, ce qui nous fait un point commun avec le Cercle Bayard, donc je vous en remercie. Et je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. J'en profite pour vous rappeler nos prochains événements pour le Cercle Bayard. Nous avons un mois d'avril très chargé. On se retrouve le 11 avril, jeudi 11 avril, avec Rodolphe Carte, qui interviendra sur identité et souveraineté vers un nouveau mythe mobilisateur. Et puis notre grand événement de l'année, c'est le samedi 27 avril, où nous nous retrouverons pour fêter le 500e anniversaire de la mort du Chevalier Bayard, et ce sera à Pontcharrat, donc je vous invite à vous inscrire. On va faire une journée entière, une conférence sur le Chevalier qui sera présentée par Régis Le Gall, historien médiéviste, et puis une table ronde sur l'avenir de la France, parce que Bayard c'est aussi le roman national, donc c'est pour ça que nous avons proposé une conférence sur face à l'archipel français, comment refaire nation, et nous aurons beaucoup d'invités. Pierre-Yves Rougeron sera présent, Jean-François Chemin, Gilles Ardina, et Édouard Husson, donc je vous invite à venir pour cette journée qui se terminera par un banquet. Donc inscrivez-vous, vous trouverez sur nos réseaux sociaux tous les moyens pour s'inscrire. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.